Alors, les navigateurs arabes étaient connus durant la période anté-islamique sous le nom de Phéniciens. Ce nom de Phéniciens leur est venu des Grecs qui les avaient surnommés ainsi du fait de la peinture qu'ils utilisaient pour teindre leurs bateaux. De plus, les Arabes cananéens, donc également phéniciens, étaient les premiers en Grèce. Donc, d'ailleurs, ils ont laissé un certain nombre de villes qui portaient leur nom. Et lorsque les Hellènes les ont attaqués, ils ont cédé la place, les territoires grecs à ces fameux Hellènes. Et en même temps, ils leur ont cédé les navires. Donc, lorsqu'on parle de navires grecs, en réalité, on parle de navires arabes cananéens. Donc déjà, par rapport à cette information, c'est très peu connu et il serait plus qu'intéressant de diffuser l'information. Par ailleurs, les Arabes cananéens étaient également les auteurs d'instruments de navigation, dont la fameuse boussole, et non pas les Chinois, comme on aimerait nous le faire croire. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes disent que ce sont des étrangers qui leur avaient apporté cet instrument de navigation pour leur faciliter les choses. Et l'information est par ailleurs demeurée inconnue du fait de tout ce que ça pouvait apporter au niveau commercial pour les Arabes. Et en ce qui concerne la période islamique, dès le 1er siècle de l'Hégire, dès d'ailleurs la période omeyyade, les Arabes, et plus particulièrement le calife omeyyade Muawiyah radiyallahu anhu, a fait en sorte de développer la flotte maritime musulmane de manière à reprendre les positions en fait, qu'occupaient les Arabes avant les Byzantins. Donc non seulement ils ont repris la mer Méditerranée aux Byzantins et qui appelait cette mer Mare Nostrum, mais de plus ils ont également été bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire bien au-delà de la Méditerranée. Et en ce qui concerne également leurs connaissances, ce sont les Arabes qui ont inventé la fameuse voile latine, qui a permis aux Portugais de naviguer par la suite sans que leur bateau coule dans l'océan Indien. Parce qu'il faut savoir que Vasco de Gama et les Portugais avec lui étaient incapables de naviguer dans l'océan Indien. Et ils ont dû faire appel à Ibn Majid, qui était un amiral du sultanat d'Oman, qui leur a donc enseigné comment naviguer sur l'océan Indien et qui de plus leur a permis également d'utiliser ces fameuses voiles triangulaires appelées voiles latines, mais qui sont en réalité des voiles purement arabes. Donc les arabo-musulmans étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Isa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak, une ville qui a été fondée au 1er siècle de l'Hégire par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et en ce qui concerne l'État du Nevada, on y a retrouvé le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrit en caractères koufiques, donc qui ont permis aux chercheurs américains de Harvard et de Californie de dater la présence des arabo-musulmans comme remontant au 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire entre 650 et 700 de l'ère chrétienne. Par ailleurs, un certain nombre également de navires, d'épaves de navires ont été retrouvés au large du Honduras et du Venezuela. Dans ces navires, il y avait des pièces de monnaie qui dataient de plusieurs siècles avant Christophe Colomb. De plus, 150 ans avant la fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui vivait dans un monastère au sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, vivait un moine franciscain qui a effectué un voyage en 1350 environ, de l'ère donc chrétienne, en compagnie des Arabes du Maghreb vers les îles Caraïbes. Et à la suite de son voyage, il a écrit un livre qui s'appelle El Libro del Descubrimiento, le livre de la découverte, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid, qu'on ne peut pas consulter, mais dont une copie scannée a été heureusement mise à la disposition des chercheurs sur des sites tels archives.org.
Et il y a également un certain nombre de données, dont celles qui avaient été retrouvées dans les textes chinois, qui datent de 1178 et 1225, qui permettent également aux chercheurs et à toute personne qui souhaite avoir un accès direct à l'histoire et non pas revu et corrigé ou falsifié selon le point de vue à partir duquel on se place, pour donner des informations erronées ou des informations qui sont totalement justes sur la présence justement des Arabes en Amérique et sur les voyages qui étaient effectués par les Arabes sur le continent américain. Alors, les Indiens d'Amérique étaient donc, certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane, et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, ou du moins symboliquement ils reprenaient le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. Par ailleurs, durant les années 1830, le gouvernement américain a décidé de déporter les Indiens Cherokees vers le Midwest depuis l'est des États-Unis en plein hiver. Donc les Indiens Cherokees ont compris qu'ils allaient être mis à mort, probablement du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Donc une partie a fui vers le nord, une seconde partie est morte en cours de route parce qu'il faisait extrêmement froid, et une troisième partie est arrivée à destination. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité? C'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les chercheurs américains, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information au grand public. Ils ont été menacés par les milieux académiques d'être licenciés et même les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Donc ceux qui ont tout de même forcé ce blocus historique sont de grands universitaires intègres qui sont originaires de l'université de Harvard, du Smithsonian. Ils sont américains, anglais, allemands, espagnols, chinois, sud-africains, indiens. Ils sont vraiment de différentes origines. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait Cyrus Gordon, qui était un savant, linguiste et spécialiste d'archéologie. Il y avait également Barry Feld de Harvard, qui lui a été à la source de la découverte donc, du nom de Muhammad Nabiullah, écrit en lettres koufiques dans l'état du Nevada. Et un certain nombre d'autres, tels Alexander von Bütow, qui est allemand, et qui a justement consacré le premier chapitre de son livre à cette dictature qui régnait dans le milieu universitaire américain, entre autres. Par ailleurs, et pour conclure, le cinéma américain nous a habitués à voir des Indiens à demi nus avec des plumes sur la tête dans leurs films western. Et il s'est avéré, à travers mes recherches, que les Indiens d'Amérique étaient loin d'être à moitié nus, avec tous des plumes sur la tête. Ils portaient des djellabas, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette photo, ainsi que des turbans qui soulignaient leur appartenance ethnique arabo-musulmane.